C'est une question presque réflexe quand on se retrouve au petit déjeuner entre amis ou avec la famille. Après le bonjour indispensable, il y a l'interrogation. As-tu bien dormi ? La réponse est une formalité pour celles et ceux qui se sont endormis sans difficulté 10 secondes après s'être couchés. Une formalité pour ceux et celles qui ont traversé leur nuit d'une traite et qui se sont réveillés au petit matin bien reposés. Un calvaire, peut-être, pour tous les autres qui n'ont pas réussi à dormir, qui se sont réveillés au milieu de la nuit sans retrouver le sommeil. Mais que faire la nuit quand on ne dort pas ? Écrire ? Lire, penser, mais aussi danser, pourquoi pas, peindre, créer. On va poser toutes ces questions à nos deux invités. Merci d'avoir poussé la porte du club de lecture de France Culture avec la communauté. Nous ne dormions pas mieux avant. Les écrans, le travail, les catastrophes, les mille abîmes de la vie moderne nous empêchent de fermer les yeux, mais avant c'était autre chose. Car comme vous, je ne dors pas, et comme vous, j'aime en appeler à tous les insomniaques de la littérature. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et on va le prendre, le temps d'écouter nos lectrices Laura, Clara et Quand la ville dort de Niagara pour débuter cette émission. Bonjour Marie Dariussec. Bonjour Nicolas Herbeau. Qu'est-ce que vous faites quand la ville dort ? Quand la ville dort, très souvent je ne dors pas, ce qui est à la fois une chance et une malédiction, tous les insomniaques le savent. Comme je raconte dans Pas dormir, j'ai tout essayé et finalement c'est toujours quand même lire qui m'accompagne le mieux dans l'insomnie. Alors vous allez nous dire ce que vous lisez, mais d'abord, bien sûr, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes écrivaine, l'autrice notamment de Truisme. Votre premier roman, c'était en 96 aux éditions POL, un livre qui a métamorphosé votre existence. C'est ce que vous racontez dans la réédition en folio Gallimard de votre récit, donc intitulé Pas dormir, dont vous venez de parler. Vous racontez vos nuits, bien occupées donc, depuis que le sommeil s'est mis à fuir du jour où vous avez eu votre premier enfant. Votre sommeil est alors parti comme un chat, dites-vous. Il a vu le bébé, il a dit « c'est lui ou moi », comme vous le racontez avec humour. Il y a eu un déclic. Pauvre premier bébé qui a 22 ans maintenant. Le deuxième et le troisième n'ont rien arrangé. C'est tout à fait normal de ne pas dormir quand on a des nourrissons. Les bébés, dormir comme un bébé, c'est une phrase insupportable pour les insomniaques. Les bébés ne dorment pas. Ils finissent par dormir vers 2 ans quand on a de la chance à dormir vraiment. Ce qui est pathologique pour la jeune mère que j'étais, ça a été de ne pas retrouver mon sommeil. C'est pour ça que je le compare à ces animaux familiers qui, quand ils voient arriver le bébé, sont jaloux et s'en vont et nous quittent un peu comme... J'ai aussi l'impression que c'est mon ombre qui s'est détachée de moi et qu'elle s'est perdue dans une forêt et que je ne la retrouve pas. Cette ombre qui est une sorte de moitié de moi, la moitié de moi endormie. Surtout qu'à l'époque, avant d'avoir des bébés, j'avais une vie de patachon, je ne faisais qu'écrire et je dormais des 12 heures par nuit sans me poser de questions. J'étais une sorte de vieille adolescente. Et comment vous faisiez, puisque vous dites dans ce livre que vous ne savez pas dormir ? J'ai su trop dormir et maintenant je ne sais pas assez dormir. C'est trop ou trop peu. C'est comme l'alcool, c'est comme le café, c'est comme la vie. L'addiction. Je ne sais pas dormir, c'est-à-dire quand je pose ma tête sur l'oreiller, j'ai enfin un moment à moi. Et je pense aussi que les insomniaques savent de quoi je parle. J'ai enfin le temps de penser sans rien faire d'autre. Sans m'agiter, sans marcher, sans plier du linge. Et donc, je me mets à penser sans rien faire d'autre. Et là, c'est un immense vertige. Alors que les bons dormeurs, les dormeurs, savent interrompre. Voilà.
Alors, j'ai fini par apprendre à m'endormir quand même, il y a des méthodes, mais je me réveille 1 ou 2 cycles après, c'est-à-dire au mieux 4 heures après. Et là, c'est le vrai cauchemar. Parce que ne pas s'endormir, ça peut être encore assez excitant. Et puis, on peut trouver des trucs à faire. Et puis, on se dit que ça va arriver. Et on va se laisser aller. Le fameux train devrait passer. C'est ça. Mais se réveiller à 4 heures et ne pas retrouver le sommeil en sachant que le réveil va sonner à 7 heures ou pire, c'est une catastrophe. Et c'est cette catastrophe que je raconte. C'est d'ailleurs donc ne pas savoir dormir, un des points communs, peut-être le premier avec le livre de Chloé Thomas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à distance en direct avec nous. Vous êtes traductrice, enseignante, chercheuse en littérature anglophone. Nous n'avons jamais su dormir, c'est ce que vous soutenez, Chloé Thomas, dans votre essai intitulé « Parce que la nuit », qui paraît aux éditions Rivage. On a entendu Marie Darrieussecq nous expliquer sa démarche personnelle, autobiographique, dans son livre. Vous, quelle est votre démarche dans votre essai ? Alors elle est sans doute un petit peu différente parce que ça a été évident pour moi dès le départ que je n'allais pas partir de mon expérience personnelle. D'abord parce que finalement elle est assez pauvre. J'ai pas du tout connu les états extrêmes que décrit Marie Darrieussecq. Et ensuite parce que je voulais essayer d'aborder le sommeil un petit peu comme un problème universel. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de première personne du singulier dans le livre. C'est vrai qu'il y a beaucoup la première personne du pluriel et j'admettrai volontiers que ce « nous » est un pronom extensible qui parfois se resserre autour du jeu, d'autres fois le laisse noyer dans la foule anonyme. Mais en tout cas, même si je peux être très intéressée en tant que lectrice par l'autobiographie, c'était pas du tout la direction dans laquelle je voulais aller, tout simplement parce que ça ne m'offrait pas un point de vue très, très intéressant. Mais en tout cas, on voit bien, et en écoutant Clara, notre lectrice, on va bien comprendre que cette question du sommeil, de la nuit et de l'insomnie, on la retrouve au final vraiment partout, dans tous les champs de l'art et de notre vie. On écoute Clara. Dans son livre « Parce que la nuit », Chloé Thomas ne livre pas une expérience personnelle de l'insomnie, mais elle en propose une exploration à travers des exemples d'expériences scientifiques, d'œuvres d'art ou encore de la littérature. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Par exemple, dans son premier chapitre, « Nous n'avons jamais su dormir », elle revient sur l'histoire du sommeil et elle explique que l'insomnie n'est pas un mal moderne. Elle écrit « Nous ne dormions pas mieux avant. Les écrans, le travail, les catastrophes, les 1000 abîmes de la vie moderne nous empêchent de fermer les yeux, mais avant c'était autre chose. La nuit était troublée, on avait faim et froid, les insectes grouillaient, les vaches parfois veilaient au milieu de la nuit et meuglaient pour qu'on vienne, les lits des auberges et des familles étaient partagés à plusieurs, il fallait s'en accommoder. » Chloé Thomas, l'idée de ne pas dormir, de ne pas réussir à dormir, de se faire perturber aussi dans son sommeil, c'est vieux comme le monde ? C'est en tout cas l'impression que j'ai eue à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir au sujet. J'avais l'impression que tout m'y ramenait et que tout en parlait, effectivement. Et il y a un livre d'un historien qui m'a pas mal servi pour écrire le mien, c'est ce livre de Roger Ekirch sur la nuit. C'est un livre qui n'est pas... On connaît en fait les travaux de Roger Ekirch en français sur le sommeil biphasé, parce qu'on a traduit en français seulement les articles qui concernent cette partie-là, mais en fait son travail concernait vraiment la nuit en général. Il a fait vraiment un livre qui s'appelle At Day's Close, je crois, sur la nuit dans tous ses aspects, avec tout ce qu'elle peut avoir d'hostile au 15e, 16e, 17e siècle. Et donc effectivement, ça m'a rappeler que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement un problème de la vie moderne. Il y a évidemment beaucoup de choses qui, aujourd'hui, nous empêchent de dormir, mais on a quand même aussi un confort qui a pas mal augmenté avec les siècles. Et donc, autrefois, on dormait mal, tout simplement pour d'autres raisons. Et vous expliquez notamment que ces nuits, et c'était acquis, les nuits étaient réparties en 2 parties. Un premier sommeil, un réveil vers minuit, et puis un deuxième sommeil jusqu'à l'aube. Et que c'est en quelque sorte la révolution industrielle qui a mis fin à ces 2 cycles. Et ces cycles, Marie Darrieussecq, ils vous parlent presque, puisque vous mettez en évidence dans votre livre cette littérature, ce que vous appelez la littérature de 4 heures du matin. Ce sont ces écrivains et écrivaines qui vous accompagnent à ce moment-là ?
Oui, un mot sur Roger Kirsch. C'est une de nos références communes. Il vient d'être traduit en français, ou en tout cas une partie effectivement de son travail. Quand je suis allée voir une psychiatre, parce que je cherchais des recours désespérément, une psychiatre spécialiste du sommeil, une somnologue, comme elle s'intitulait elle-même, c'est elle qui m'a mis ce livre d'un historien dans les mains, Roger Kirsch. Et elle m'a dit, vous avez un sommeil biphasique, ça a toujours existé. Au Moyen-Âge, effectivement, dans les longues nuits d'hiver, il faisait froid la nuit, donc on se réveillait pour ranimer le feu. Et j'avais vraiment envie de lui dire, mais j'ai pas du tout envie de vivre comme au Moyen-Âge. Surtout pour les femmes, ça devait pas être sympa. Mais non, la littérature de 4 heures du matin, c'est la littérature de la dérive, en fait. Et je me suis aperçue en cherchant de l'aide, à la fois du côté de la psychiatrie et aussi du côté de la littérature, que les auteurs que je préférais avaient pour point commun cette insomnie du creux de la nuit, du bord de la nuit, j'ai envie de dire du bord comme un abîme. C'est-à-dire que dans la nuit s'ouvre une autre nuit qui est comme un ravin très sombre, où là peuvent se produire des dérives dont on a peur de ne pas sortir, en fait. On a peur de ne pas se réveiller de cette insomnie-là. Et c'est là qu'on touche vraiment à ce que le sommeil a de plus paradoxal. Le sommeil est une sorte de diablotin, mais comme celui qui a nargué Descartes, qui vient mettre en demeure votre raison, de lui prouver que le jour existe, de lui prouver que vous allez trouver le sommeil un jour. Et ce diablotin est vraiment un dénoyauteur de cerveau. C'est-à-dire, il vous dit, tu ne dormiras pas, et comme tu ne dormiras pas, demain tu seras épuisé. Regarde ta journée demain, regarde tout ce que tu as à faire demain, regarde tout ce que tu as à résoudre, regarde tous les problèmes de la vie que tu as à résoudre. Et cet avion que tu vas prendre dans 2 mois, tu sais très bien qu'il va se cracher. Et d'ailleurs, si tu t'endors, tous les gens que tu aimes vont mourir. Et ce lutin est fou. Donc en fait, il y a une insomnie où on touche la folie. Et je ne suis pas une grande fan de Sioran comme auteur, mais c'est vraiment quelqu'un qui a su mettre en parallèle insomnie et suicide avec la plus grande gravité et la plus grande solennité même. Sioran dit à juste titre qu'il y a beaucoup de cas de suicide chez les insomniaques parce qu'ils n'ont pas l'interrupteur. La grande souffrance de l'insomniaque, c'est de ne pas interrompre le flot de la pensée. Et je pense que vraiment, pour supporter la vie humaine, il faut que ça s'arrête de temps en temps. Et ce de temps en temps, c'est le sommeil. Et du coup, la lecture, elle arrive comme un remède aussi à cette heure-là pour vous, pour stopper toutes ces pensées qui, décrites comme vous venez de le faire, sont un peu angoissantes. Oui, alors il faut faire sa bibliothèque de nuit, c'est-à-dire que dans la journée, je suis une lectrice boulimique, presque pathologique, mais dans la journée, je peux lire des choses assez difficiles si j'ai suffisamment dormi ou si j'ai réussi à faire une sieste, ce qui me sauve aussi. La nuit, je lis des choses, disons, plus faciles, même si difficile, facile, c'est pas un critère de club de lecture. Et ça dépend des gens. Mais disons que j'aime bien la nuit qu'on me raconte des histoires, qu'il y a un début, un milieu, une fin, et qu'une sorte de suspense ou de tension narrative me tienne, j'allais dire en éveil, c'est un lapsus, mais me tienne, disons, suffisamment la tête hors de l'insomnie pathologique. On peut supporter de ne pas dormir, mais ce qui est vraiment insupportable, c'est de rester dans la zone hypnagogique, la zone que Kafka a décrite dans son journal. Mais Marie Darrieussecq, c'est sans fin, parce que vous racontez par exemple ce séjour à Liège, la ville de Simenon. Vous n'aviez pas fermé l'œil de la nuit, et du coup vous avez lu tout Simenon. Enfin, pas tout dans la nuit quand même, ouais, mais j'en ai lu certains. Mais du coup, comment on s'arrête ? Qu'est-ce qui vous arrête ? Qu'est-ce qui vous dit à un moment donné ? Faute de goût aussi, c'est-à-dire qu'au bout de quelques Simenons, j'en avais assez. Il y en a un qui est très beau, La jeune morte, où d'ailleurs on découvre que cette jeune morte était insomniaque. Elle avait un cachet, un tube de somnifère dans ses quelques affaires. Des phrases aussi d'amis, des phrases de psy. J'ai des amis psy. Ce matin-là, en désespoir de cause, j'appelle un ami qui me dit Simenon, c'est presque l'anagramme d'insomnie. C'est ce genre de blague qui vous aide à tenir la journée, en fait. On comprend bien. L'insomnie a donc sa bibliographie, sa bibliothèque. Chloé Thomas, vous dites vous-même que c'est un genre littéraire à part entière, et vous citez d'entrée de jeu les contes de Perrault, par exemple, les frères Grimm. Comment ça éclaire ce sujet-là ? Oui, je suis partie notamment de La Belle au bois dormant. Mais c'était aussi une façon d'aborder le sommeil, non pas seulement à partir de l'insomnie, mais par exemple à partir de son revers.
qui est l'hypersomnie. Puisque le sommeil est difficile à penser, c'est pas quand on dort qu'on va se demander ce que c'est que dormir. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que l'insomnie devient le point d'entrée privilégié pour le comprendre. Mais moi j'ai essayé de faire un livre qui soit plutôt sur le sommeil ou sur la nuit que sur la seule insomnie, et d'où le fait d'avoir recours aussi à, par exemple, cette histoire de La Belle au bois dormant qui parle non pas d'insomnie mais vraiment d'hypersommeil. Le fait de ne pas se réveiller. Et c'est en creusant un petit peu dans les sources du conte de Perrault que j'ai découvert quelque chose dont on pouvait se douter un petit peu. D'abord, c'est que dans les versions plus anciennes, le prince ne se contente pas de lui déposer un chaste baiser sur les lèvres. Bon, il la viole pendant son sommeil. Mais de façon aussi très frappante, ce viol ne la réveille pas. Donc en fait, quand le psychiatre Bruno Bettelheim interprète le conte de La Belle au bois dormant en disant c'est l'histoire d'un éveil progressif de l'adolescent à la sexualité, ça ne correspond pas aux versions plus anciennes où il n'y a pas du tout d'éveil à la sexualité. Et en fait, la jeune femme violée continue de dormir. On pourrait se demander d'ailleurs si c'est pas aussi on pourrait le lire aujourd'hui comme une réaction au traumatisme qu'elle vient de subir. Et elle continue de dormir, et c'est seulement quand elle accouche, puisque effectivement de ce viol, elle conçoit, selon les sources, 1 ou 2 enfants, alors l'accouchement lui-même ne la réveille pas, mais quand les enfants se mettent à hurler parce qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, là seulement elle se réveille. Et elle se réveille d'un coup, elle s'était endormie encore vierge, et puis elle se réveille dans cette scène un peu cauchemardesque avec des enfants hurlants qui demandent son attention. Alors vous dites aussi, Marie Darrieussecq d'ailleurs, que en fait cette idée de ne pas dormir, ce questionnement du sommeil et de l'insomnie, ça apparaît partout dans la littérature. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains, vous n'écrivez pas la nuit, vous lisez, mais il y a beaucoup d'écrivains aussi qui utilisent ce temps où ils ne dorment pas pour écrire. Ça m'est arrivé d'écrire la nuit, oui, parce que une des méthodes d'hygiène comportementale, ni plus ni moins, pour supporter l'insomnie, c'est de commencer sa journée quand on se réveille, c'est-à-dire de cesser de chercher le sommeil à 4h du matin, de se lever, de boire un café et allons-y. J'ai vraiment essayé de bonne foi de vivre comme ça, comme on m'avait conseillé. J'ai écrit, entre autres, « Il faut beaucoup aimer les hommes de cette façon » et « Notre vie dans les forêts ». Et je ne constate pas de différence. C'est assez troublant. C'est ni pire ni meilleur que ce que j'ai écrit par ailleurs. C'est pas plus long ou plus court. Je sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de différence. C'est pas très intéressant d'écrire la nuit, je trouve. Certes, tout est calme, mais une fois que les enfants sont à l'école, tout est calme aussi. Donc, j'ai écrit ces livres dans un très grand état d'épuisement et de colère. Et je finissais par me rendormir vers 11h et à mettre mon réveil à 3h de l'après-midi pour pas rater la sortie d'école. Là où je rejoins le conte de Perrault dans sa version initiale, c'est que les femmes sont sommées d'être en éveil avec les enfants, encore aujourd'hui, même si, on rencontre de plus en plus de papas féministes. Mais il y a toute une partie de mon essai où je raconte l'épuisement de 18h, c'est-à-dire après le goûter, après les devoirs, après ces moments censés être bénis, vient le moment du bain, où il faut quand même essayer de ne pas les noyer. Et là, pour tenir le coup, pour ne pas... En fait, tout ce que j'aurais voulu faire, c'est m'allonger, lire le journal, dormir. Pour tenir le coup, je m'enfile un grand verre de vin, puis 2, puis 3. Il faut voir aussi le rapport qu'a l'addiction, la maladie, le mal-être profond avec le fait de ne pas dormir. Pour moi, c'est une richesse parce que je n'ai pas à conduire un car scolaire à 8h du matin, je n'ai pas à opérer à cœur ouvert quelqu'un à 8h du matin, je ne mets pas les autres en danger, donc je peux m'écrouler dans la journée. Mais c'est quand même une grande souffrance de ne pas dormir. C'est pas chic, c'est pas chouette, quoi. Et celui qui en parle le mieux, je reviens là-dessus, c'est Kafka. Moi, c'est mon grand auteur, Kafka, comme beaucoup de gens, c'est l'autre nom de Dieu. Heureusement qu'il n'a achevé aucun de ses romans, parce que s'il les avait achevés, ensuite, là, j'écrirais plus jamais. Enfin, je serais complètement écrabouillée. Mais tant que je n'étais pas insomniaque, je ne savais pas lire son journal.
une fois que je suis devenue insomniaque, j'ai compris que ces 1000 pages du journal sont un grand récit d'insomnie. Il est tout le temps en train de rêver éveillé. Il ne sort jamais de son rêve. C'est très douloureux, hein. Et il est en bordure d'hallucination. Il n'est pas du tout psychotique, hein. C'est vraiment un effet d'épuisement. Et il a des visites, il a des enfants, un enfant aveugle qui vient le voir, un vieil homme habillé de noir. C'est terrifiant, hein. Et cette zone-là, elle est propice à l'écriture, peut-être. Mais je le redis, elle est propice à la maladie et au suicide aussi. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que vous nous livrez évidemment des choses très intimes, très personnelles dans ce livre, mais ça parle à beaucoup de vos lectrices et lecteurs. Et à l'occasion, on va écouter Laura qui a lu Pas dormir de Marie Darrieussecq, et voici ce qu'elle en retient. Marie Darrieussecq, j'ai lu votre livre avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance, je dois dire, car comme vous, je fais partie du club des insomniaques. Je partageais déjà votre amour de la littérature et de la psychanalyse, qui est mon métier, mais en lisant Pas dormir, j'ai trouvé une vraie compagne d'infortune. Car comme vous, je ne dors pas, et comme vous, j'aime en appeler à tous les insomniaques de la littérature. Pour moi, votre livre, c'est vraiment un objet unique, entre l'autobiographie, le récit de voyage et l'encyclopédie. On peut y piocher des citations de Proust, de Kafka, de Marguerite Duras, qui ont magnifiquement décrit la solitude de l'insomniaque au milieu des dormeurs. De l'insomnie, vous parlez avec un joyeux désespoir, et c'est justement votre humour qui nous console un peu, nous autres, d'être condamnés à rester à quai. C'est vous qui le dites, l'insomniaque est sublime et seuls dorment les abrutis. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. La nuit, je mens, Alain Bashung, bien sûr, et l'impression de lecture de Laura, membre du Book Club. Marie Darrieussecq, est-ce que ce livre, il a été aussi un remède? Ma question est la suivante, est-ce que depuis que vous l'avez écrit, ça va mieux la nuit? Ça va mieux avec le sommeil et l'insomnie? Alors, en bonne hystérique, Laura me comprendra, et merci pour ce qu'elle a dit. En bonne hystérique, maintenant que j'ai raconté de façon publique et un peu théâtrale que je ne dormais pas, ça va un petit peu mieux, un petit peu. Maintenant que mes enfants grandissent aussi, c'est-à-dire que j'ai repris une sorte de confiance dans leur existence, dans leur réalité. C'est toujours assez sidérant, comme La Belle au bois dormant, de donner naissance à des êtres humains complets. Maintenant qu'il m'échappe, ces 3 êtres humains, je dors un peu mieux. C'est Léonard Cohen qui dit, c'est pas moi, qui dit que le seul recours de l'insomniaque abruti de fatigue est de se croire plus intelligent que les autres et de se croire élu, en quelque sorte. Marguerite Duras filait aussi cette métaphore de l'éveil comme intelligence. C'est très paradoxal, les proverbes sur le sommeil, parce que ceux qui n'ont pas la conscience tranquille ne dorment pas, mais on dit aussi le sommeil du juste. Enfin, il y a énormément... J'ai relevé aussi... Je sais gré à Laura d'avoir relevé le côté comique du livre et de l'insomnie, parce que l'insomnie est un perpétuel ratage. C'est-à-dire, je suis et nous sommes insomniaques, les Buster Keaton du sommeil. C'est-à-dire que on se couche, tout est bien, on a mis le bon pyjama, on a mis la bonne couette, on a éteint la bonne lumière, on a éteint toutes les loupiottes, on a déconnecté son téléphone, etc. Et ça rate. Et on se casse la figure dans son propre lit, quoi. Chloé Thomas, vous parlez de culpabilisation, vous dites que le sommeil est politique, et quand on ne dort pas, on ne s'interroge pas qui est responsable de ce non-sommeil, si je puis dire. Je crois qu'au contraire, on peut facilement blâmer tout un tas de causes, les voisins qui font du bruit, tout ce qui nous stresse. Et je crois que il y a aussi ce sentiment d'élection par lequel on se console souvent de ne pas dormir, qu'on trouve parfois chez l'insomniaque. Marie Darrieussecq en parle très bien. Et c'est d'ailleurs un sentiment d'élection qui peut, je pense, accompagner beaucoup de formes de souffrance. Et cependant, je ne suis pas sûre qu'il soit complètement général. Et de fait, pour témoigner de son insomnie, il faut avoir du temps, il faut avoir des moyens. Il faut qu'on nous prête attention aussi. Donc il faut être dans une position particulière et privilégiée. Et on peut supposer que parmi tous les gens qui ne dorment pas et qui n'en parlent pas, ils se contentent de trouver ça extrêmement pénible, mais sans y voir un signe d'élection quelconque.
Je n'y vois pas de signe d'élection. Je répète, c'est Léonard Cohen et Marguerite Duras que je citais. Non, je préférais ne pas être élue, là. On va écouter Laura qui vous pose une question, Marie Darrieussecq. Votre expérience en tant qu'analyste et analysante vous a-t-elle permis de comprendre, voire de vous réconcilier avec l'insomnie ? Pas mon expérience de praticienne, vraiment. Mes lectures, évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas ? Qu'est-ce qui se joue là ? Après, j'ai toujours du mal à parler de psychanalyse en public. Je pense que la psychanalyse, c'est vraiment le secret. C'est ce qui se joue entre le patient et l'analyste. Et je ne tirerai pas de leçon générale de ma propre expérience d'analyste. Et en fait, je vais vous dire, j'ai trouvé plus de réponses chez les sociologues comme Bernard Lahire sur le sommeil. Effectivement, qui ne dort pas ? Est-ce qu'il y a un privilège culturel de l'insomnie ? Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'effectivement, j'ai été très frappée par cette femme qui était conductrice de bus scolaire et qui n'a pas vu que la barrière SNCF était baissée. Ça s'est passé, je crois, en 2017. Et on a trouvé un somnifère dans ses analyses de sang. Et bien sûr, c'est un somnifère que moi-même je prends. Mais encore une fois, je n'ai pas à conduire de bus le matin. Et je suis consciente d'être... Enfin, pour moi, les écrivains sont des gens qui sont en charge d'essayer et de raconter à travers leur expérience et leur lecture, parce qu'ils ont le temps de lire souvent, d'essayer de prendre en charge une expérience, pour le coup, dramatique, de ceux qui n'ont ni forcément le temps ni les moyens techniques de l'écrire. J'ai beaucoup travaillé avec alors j'aime pas le mot, mais des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des voyageurs forcés, ou bien des rescapés du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Je parle de gens gravement traumatisés par leur expérience de voyage forcé ou d'avoir été pris dans un génocide. Ce qui m'a frappée aussi, c'est que le sommeil est une loterie. Parmi des gens très gravement traumatisés que j'ai rencontrés, aussi dans mon expérience de psy, il y en avait qui dormaient, qui pouvaient éventuellement se réfugier dans le sommeil. Et il y avait tous ceux qui ne dormaient pas. C'était vraiment, je vais vous dire, dans mon expérience, c'était moitié-moitié. Et je me rappelle, j'en parle d'ailleurs dans Pas dormir, être au bord du lac Kivu, au Rwanda, et discuter avec ceux qui veillaient, ceux qui étaient là à enchaîner primus sur primus, c'est la bière du Rwanda. Et moi, j'étais là comme une idiote avec mon insomnie chic, mon insomnie qui venait de je ne sais où. Et eux, ils étaient insomniaques parce qu'ils avaient vécu des trucs insupportables. Mais on se demandait tous pourquoi on ne dormait pas, alors que les autres dormaient. Et là, il y a une énigme là qui est aussi la beauté du sommeil. Le sommeil est profondément ce qui nous échappe. Le sommeil est le lieu des rêves. Et ça, c'est incontrôlable. Et c'est absolument magnifique. Ce qui en nous remue la nuit, ou pendant la sieste, cet inconscient qui, dans le sommeil, se déploie autrement que dans la veille. Et ça, c'est là quelque chose d'irréductible et j'allais dire de profondément humain, non, puisque il y a aussi toute une partie dans Pas dormir sur les animaux. Les gens qui ont la chance de partager leur vie avec des animaux domestiques, plus ou moins, savent que les animaux rêvent. Et ça, c'est très beau aussi, le sommeil des animaux. Chloé Thomas, sur les rêves, peut-être ? Oui, c'est vrai que les rêves, c'est l'autre point d'entrée. Et quand j'y réfléchissais, je me disais que c'était un système finalement assez bizarre. On sait que si on arrête de rêver, on devient fou. Et en même temps, rêver, ça peut être souvent perturbant, voire profondément angoissant. Et donc, je me disais que le rêve était un système de régulation qui était quand même loin d'être idéal. Donc je me suis demandé si, par exemple, dans la science-fiction, on avait essayé d'imaginer des alternatives aux rêves. Alors, j'ai pas trouvé, ça m'a amené ensuite vers d'autres textes de science-fiction, ce livre de Jacques Sternberg qui décrit de façon assez saisissante l'insomnie, et puis l'autre côté du rêve de Ursula Le Guin qui part justement d'un homme qui se drogue pour s'empêcher de rêver, ce que font d'ailleurs plein de gens. C'est un des effets connus du cannabis, me semble-t-il.
Le livre de Jacques Steinberg qui s'appelle La sortie est au fond de l'espace, qui est une sorte de récit de rêve, justement. Alors, il y a évidemment, Marie Darrieussecq en parlait il y a un instant, quand on se prépare à dormir, il y a évidemment l'oreiller qu'on a bien choisi, que certains parfois même emmènent en vacances parce que... Je fais ça. Ah, vous faites ça. Je ne le savais pas, soyons très honnêtes. Mais donc les oreillers, les plumes dans leurs oreillers ont pris la forme de croix et de couronnes mortuaires. Ça nous amène au rêve, c'est ce que vous dites dans votre livre, et c'est toujours prémonitoire, notamment au Pays Basque, là d'où vient votre famille. Oui, ma grand-mère me racontait des histoires épouvantables de plumes, effectivement, qui se mettaient en croix. Bon, il fallait brûler l'oreiller, il y avait tout un tas de rituels. Je rebondis sur la science-fiction, il y a de merveilleux romans je suis une grande fan de Ursula Le Guin aussi. Il y a Solaris de Stanislas Lem, où les explorateurs de cette planète océan ne dorment plus parce qu'ils sont hantés par leurs fantômes aussi. L'insomnie est très proche de la pensée magique. Moi, je prends souvent des anxiolytiques la nuit. C'est mal, hein, mais bon. Parce que c'est le moment où les spectres attaquent. Là, dans la journée, je ne crois pas aux fantômes, mais la nuit, je ne maîtrise plus les clapets de la raison, en fait. Et puis la nuit, c'est aussi... je déborde peut-être sur ce que vous alliez dire, Nicolas, mais on ne dort pas aussi aujourd'hui pour de bonnes raisons. Enfin, il y a quand j'écrivais ce livre, j'écris à partir de phrases qui me viennent comme ça, qui sont parfois un peu énigmatiques, mais j'avais une phrase en tête, c'était « L'insomnie augmente à mesure qu'on déboise. L'insomnie augmente à mesure qu'on déboise. » Et je me disais, ça veut rien dire. Et en fait, si, parce que la forêt brûle et parce que c'est aussi climatiquement... je veux dire, on est en train de s'asphyxier, on dort moins bien, il fait trop chaud, on respire moins bien, on est angoissé, les océans montent, les migrations forcées s'accentuent, la Terre se déséquilibre, etc. Donc, il est vrai que... plus on s'attaque aux forêts, moins on dormira bien. Et en même temps, comment dormait-on dans la forêt des origines? Enfin, tout. C'est pour ça que la littérature est d'un grand secours avec la science, mais elle nous permet aussi de rêver à d'autres formes de sommeil, au sommeil de l'arbre. Dans les climats tempérés, le sommeil de l'arbre, c'est l'hiver. Au sommeil des animaux, l'hibernation. Vous savez, en traînant comme ça devant ma bibliothèque et devant Internet, bien entendu, même si la nuit, il faut surtout pas se connecter, mais bon, j'étais tombée sur cette anecdote merveilleuse que raconte Primo Levi. Primo Levi était un grand chimiste. Et en traversant un laboratoire qui n'était pas le sien, il constate que dans le labo, donc d'à côté, on étudie l'insomnie, l'absence de sommeil. Et il y a un écureuil qui tourne dans une roue. Cette roue ne s'arrête pas. On est en train d'essayer de voir ce qui se passe quand l'écureuil privé de sommeil, en fait, à quel moment il va mourir, quoi. Et Primo Levi, cet homme merveilleux, arrête la roue. Et il dit, c'est peut-être grâce à moi que les progrès sur l'insomnie n'ont pas avancé. Ça, c'est ce genre de rencontre la nuit dans la bibliothèque qui vous récompense d'avoir si mal dormi. L'insomnie des forêts, c'est ce dont vous parliez il y a quelques instants, Marie Darrieussecq, c'est évidemment à découvrir dans votre livre. Il y a un autre auteur, une nouvelle qui est commune à vos deux ouvrages, on terminera avec ça, Chloé Thomas et Paul Gaden, qui décrit l'insomnie comme ce moment de lucidité involontaire où le sujet prend conscience de son corps, de son souffle, de son cœur qui bat insupportablement et de la mort. Il y a un bruit du silence, de la nuit et de l'insomnie? Oui, très certainement. Enfin, c'est une comparaison assez facile à faire entre le sommeil et la mort, et donc la peur de s'endormir et la peur de la mort. Et je relis finalement le narrateur de Paul Gaden avec finalement le noctambule que peut décrire Michael Fussell dans son livre qui s'appelle juste La nuit. En essayant de retourner les choses, c'est-à-dire l'insomniaque, c'est celui qui se retourne dans le lit, et le noctambule va être celui qui va finalement se lever et plutôt que d'être terrassé par cette peur de la mort, va aller danser. En boîte sur de des nuit, rythmes allons-y. finalement assez similaires, mais qui sont une façon de sublimation de cette angoisse-là. Ça veut dire, et ce sera le mot de la fin, qu'il faut trouver l'activité qui nous permet de ne pas dormir, en tout cas de supporter de ne pas dormir. Supporter de ne pas dormir, Marie Darrieussecq.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, l'insomnie a une forme zigzagante et labyrinthique, et que c'était pour moi la seule façon de l'écrire, et qu'il y a quelque chose de la danse là-dedans aussi. Le tout, c'est de garder un rythme dans la dérive et dans le zigzag. Et mon livre est quasiment dépourvu de plan, d'ailleurs. Hein. Ça saute d'image en image. Et ça s'appelle Pas dormir, Marie Darrieussecq, paru chez POL en 2021, qui vient d'être réédité en folio Gallimard. Merci d'être venue dans le Book Club une seconde fois. C'était un plaisir, Marie Darrieussecq, et merci d'avoir accepté d'échanger avec Chloé Thomas. Merci à vous. Votre essai Parce que la nuit est disponible aux éditions Rivage. Merci d'avoir été à distance avec nous.